Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'émission radio Paris Gagnant, votre émission de sport et du Paris sportif. Au programme de l'émission du jour, donc je vais vous poser une question. À quoi peuvent bien servir les statistiques? Voilà, donc pourquoi je pose cette question-là? Parce que je reçois pas mal de messages, que ce soit Facebook ou sur le mail de Paris Gagnant, où on m'envoie que penses-tu de ce prono, que penses-tu de ça, mais sans aucune explication. Donc autant vous dire que s'il n'y a pas un minimum de quelques lignes avec une analyse statistique, moi, je ne peux pas juger d'un pronostic sans tout ça. Voilà, donc pour moi, une analyse s'accompagne toujours d'une analyse statistique, au moins un minimum. Je pense que vous l'avez vu aussi avec le coaching de Nathan qu'on fera en fin d'émission. Donc la deuxième partie de l'émission, ce sera le coaching de Nathan avec Nathan qui sera de retour de vacances. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons commencer l'émission du jour. Alors, avant toutefois de commencer l'émission du jour, je vais vous faire un point de l'auto-foot, voilà, si je peux appeler ça comme ça, pour vous raconter en fait ce qui s'est passé dans mon club privé ce week-end. On s'est mis en fait à plusieurs à faire du loto-foot, voilà. L'autofoot en fait, hein, pour bien comprendre, c'est tout simplement pour gagner le jackpot, il faut faire un combiné de 14 résultats, en gros, voilà. Mais ça c'est valable parce que si vous cochez, on va dire une croix sur chaque résultat forcément. Mais nous on s'est associés, on fait une caisse commune et ça nous permet de jouer en fait des grilles avec plusieurs croix pour chaque pari. Voilà, donc grâce à ça, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Il y avait un jackpot de 500 000 euros, voilà, 500 000 euros, et arrivé le dimanche en fin de journée, on était à 12 sur 12, on était toujours en course pour le jackpot, et dans les éventuelles grilles gagnantes qui pouvaient y avoir à la FDJ, on faisait partie des quelques-unes en fait où on allait jouer pour les 500 000 euros. On avait deux résultats à avoir, donc il restait Real contre Barcelone et Lyon contre Monaco. Il nous fallait une victoire du Real et un nul de Lyon-Monaco, et il s'est passé tout l'inverse. C'est passé une victoire de Barcelone et une victoire de Monaco, alors que voilà, la victoire de Monaco, on la voyait aussi, mais avec la répartition qu'on avait faite, la grille en fait à 14 sur 14, ce n'était pas la victoire de Monaco, c'était un match nul qui était sur cette grille là, et c'était une victoire du Real. Donc bon, j'ai jamais été aussi près, et pour les membres aussi, de toucher le jackpot au loto-foot. Alors bien sûr, chacun n'aurait pas gagné 500 000 euros, mais on aurait touché un pourcentage en fonction de nos mises. Et voilà, ça a été, le club a vécu un moment un peu palpitant dimanche soir. Donc c'était assez intéressant de vivre ça. Donc voilà, je voulais vous le raconter, et on va tout faire pour les quelques journées de championnat qui restent pour essayer de décrocher justement un pactole. Je vous ferai un petit peu un fil rouge pour vous dire ce qu'il en est, mais il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à décrocher quelque chose en mettant nos forces en commun, et voilà, chacun donne un petit peu aussi son avis, enfin pas chacun, il y a plutôt quelques experts qui donnent les avis sur les matchs de foot, et pour justement essayer d'avoir la meilleure chance de gagner les 14 sur 14 au loto-foot. Voilà, je ferme la parenthèse, je fais un petit coucou à tout le groupe. Donc on passe au thème du jour. À quoi peuvent bien servir les statistiques? Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est dingue le nombre de personnes qui me donnent ou qui me demandent mon avis sur des pronos à jouer. Et je vous dis tout de suite, je ne peux pas donner mon avis sur tous les pronos qu'on peut m'envoyer, pour une simple bonne raison, c'est qu'il faudrait que je passe un petit peu de temps aussi à analyser la chose, à moins qu'on me fasse une très bonne analyse sur le prono et que je puisse donner mon avis si je suis d'accord ou pas. Voilà, donc déjà là-dessus, je tiens à être clair. Et souvent, on me donne, voilà, on fait une ou deux lignes, mais sans mettre de statistiques ou très succinctement. Donc ça, je peux pas en faire grand-chose. Et ce serait vraiment pas, comment j'allais dire, professionnel de ma part si je vous donnais mon avis sans avoir les données qu'il me faut. Donc quand j'ai participé à l'émission sur beIN Sport, il y a de ça maintenant, ça fait une petite année, c'était avant l'Euro l'année dernière. 2016, pour présenter mon livre. Le présentateur, en fait, il m'a demandé si je travaillais avec Opta. Opta étant une société qui publie des statistiques, avec qui les bookmakers, certains travaillent, et aussi tous les grands médias que sont beIN, Canal. Vous voyez des fois des statistiques qui apparaissent, et c'est Opta qui leur donne.
Et donc j'ai répondu que non, alors tout simplement parce que bah, ça coûte un peu d'argent, un bras, comme on dit, d'avoir les stats personnelles avec Opta. Pareil pour Bedradar. Les grosses sociétés de bookmakers voilà, payent, je ne sais plus, des dizaines de milliers d'euros, des milliers d'euros. Nous, à France Paris Sportif, Bedradar, je crois que c'était 5 000 euros par mois, il me semble, pour avoir les stats et pour bosser avec eux. Donc, bon, pour une société, ça passe. Pour, à la limite, un individu seul, ça fait un peu beaucoup. Et voilà, donc il y a Opta, Bedradar, comme j'en parle hein, dans mon livre, je parle aussi de Bedradar. Je vous fais des copies d'écran pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Mais si vous voulez voir plus concrètement aussi de vous-même, il suffit d'aller sur Unibet, unibet.fr, travaille avec Bedradar et quand vous cliquez sur le petit graphique hein, à droite des paris où vous pouvez voir les statistiques, et ben, ce sont généralement des statistiques de Bedradar voilà, qui apparaissent. Donc vous pouvez un petit peu vous faire votre avis. Mais voilà, pour en revenir à la question, à quoi peuvent bien servir les statistiques? Ben, elles servent tout simplement à confirmer ou à infirmer une première idée que vous aviez sur tel ou tel match. Car oui, quand par exemple, moi, je regarde une carte de match de Ligue 1, par exemple, alors oui, il m'arrive de jouer sur du foot, même si c'est modérément. Je repère généralement très vite les matchs qui m'intéressent en un coup d'œil. Alors après, oui, c'est l'expérience, mais c'est aussi parce que, voilà, je connais bien le championnat et surtout j'ai en tête les calendriers, les matchs précédents, un petit peu aussi les joueurs qui étaient blessés, suspendus. Donc tout ça, voilà, quand vous suivez un championnat, c'est là que vous devenez expert dans un championnat, vous devez déjà connaître en gros inconsciemment les données des matchs. Une fois que j'ai fait ma première sélection, bah, je vais voir les statistiques. Je vous ai déjà fait une émission il y a quelques semaines sur les stats à regarder en priorité. Vous pourrez aller voir ou réécouter en podcast l'émission sur mon blog www.parier-gagnant.com. Il y a un onglet en haut, hein, c'est radio, donc vous pourrez réécouter l'émission où je parle de la composition d'équipe, les buts à domicile, à l'extérieur. Voilà, très, très important aussi quand vous regardez les stats. Et d'ailleurs, j'ai repéré un match pour ce week-end en Ligue 1 et je vais faire intervenir ces stats-là, la forme du moment. Enfin voilà, tout ça, ce sont des critères importants à prendre en compte. Et là, je vais vous donner allez, une petite astuce. Je crois que j'ai peut-être déjà donné une fois et je suis pas sûr. En tout cas, la deuxième, non. Allez, c'est cadeau. En fait, quand je repère des matchs, j'évite le plus possible les matchs qui sont équilibrés. Voilà. Où en gros, il y a 33% de probabilité de chaque résultat. Je schématise bien sûr, hein, vous n'avez jamais des cotes à 3,33, 3,33, 3,33, mais voilà, en gros, j'évite les matchs qui sont trop équilibrés. Parce qu'avec les impondérables du football, ça peut partir dans tous les sens. Et je préfère privilégier des équipes qui ont une cote autour de 2, que je ne vais pas prendre en victoire sèche, mais où je vais faire plutôt un draw no bet. Donc draw no bet, match nul remboursé, handicap 0. Tout ça, c'est la même chose pour les non-initiés. Et généralement, une cote de 2, voilà, 2, 1,95, 2, 2,1, ça donne un draw no bet à 1,95. Donc je répète, si vous faites ça, si un match nul vous êtes remboursé, si l'équipe gagne, bah, vous gagnez votre pari, mais à une cote 1,45. Ou alors, ça aussi, c'est quelque chose que je prends assez régulièrement. D'ailleurs, quand j'ai une section comme ça dans le club où je fais des vidéos, où j'analyse des matchs tous les week-ends. Bon là, cette année, je me suis plutôt focalisé en Ligue 1. Voilà, ça m'arrive de faire des fois aussi en Angleterre ou sur des coupes, mais voilà, c'est des équipes en fait qui sont à 3,5, donc qui sont plutôt outsiders. Et j'aime bien aller prendre un piocher dans un handicap plus 1, un Asian handicap plus 1, une cote de 1,3. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'équipe que je choisis, l'équipe que je choisis, si je prends le plus 1 et qu'elle perd d'un but, voilà, je suis remboursé. Tout simplement, l'équipe que je choisis a le droit de perdre et je serai remboursé, mais d'un but. Si elle fait match nul, qu'elle gagne le match, forcément, mon pari, il est bon. Et ça, c'est surtout quand... alors, je vais essayer de trouver un exemple. Quand j'ai une équipe qui est outsider sur papier, mais que je vois un match plus équilibré que ce que le bookmaker a pensé. Alors, ça peut être dû à que l'équipe favorite, pour moi, elle sera plus fatiguée que ce que le bookmaker ne pense. Et je me dis que l'équipe peut résister. Là, j'ai un exemple qui me vient, c'était l'Espagnol de Barcelone contre l'Atlético il y a quelques jours,
où j'avais pris, donc là c'était même l'Espagnol de Barcelone que j'avais pris, je crois, une cote, un handicap de +2 ou +1,5, à une cote autour de 1,25, 1,30. Bon, bah, l'Atlético de Madrid a gagné 15-0 à l'Espagnol de Barcelone, donc mon pari était bon. Mais voilà, parce qu'il y avait eu la Ligue des Champions avant, et j'estimais que l'Atlético de Madrid allait tirer la langue. En plus à l'extérieur, donc eux ils voulaient la victoire, ils ont gagné. En plus je crois que c'est en fin de match. Mais voilà, le pari était passé et moi j'avais empoché cette code de 1,30 que généralement je recombine, hein. Un petit rappel aussi, 1,30 fois 1,30 en combiné, ça fait une cote de 1,69. Voilà pour les non initiés et les non matheux. Donc voilà, là c'est deux choses déjà que je fais au niveau des paris sur le foot. Et puis je voulais aussi vous parler de quelque chose que j'ai lu là qui était intéressant sur l'équipe, hein, sur le site internet. Et vous allez voir que ce que je vous dis là va vous servir pour l'année prochaine. Donc c'est le bilan en championnat après 9 matchs de Ligue des Champions de C1, donc disputés par les équipes. Alors vous allez voir, hein, c'est très instructif. Il y avait des choses à faire cette année. Il y en aura aussi à faire l'année prochaine, car tous les stats que je vais vous donner, c'est dû à des équipes qui jouent en Ligue des Champions et après en championnat ont du mal, dû à la fatigue, à la décompression. Je vous en ai déjà un petit peu parlé, mais là, vous allez voir, c'est très parlant. Et il y avait vraiment des choses intéressantes à faire. Et il y aura forcément des choses aussi intéressantes à faire l'année prochaine. Pas forcément sur les mêmes équipes, mais quand je vous dis que voilà, des fois, il y a des équipes qui n'ont pas assez de bancs ou qui vont fatiguer en championnat, ben là ça va aussi prendre tout son sens. Alors il y a une exception cette année, c'est Monaco. Monaco, après avoir fait 9 matchs de Ligue des Champions, bah derrière, il y a eu 9 victoires. Voilà. Et c'est la seule équipe, alors il y a toujours une exception qui confirme la règle, mais voilà, ça c'est l'exception qui infirme la règle, on va dire. Voilà. Mais à part Monaco, il y a certaines équipes qui ont fait des faux pas et donc ça peut vouloir dire qu'on peut prendre des équipes outsiders avec des Asian handicap des fois intéressantes à +1,5, +2 buts d'avance, voire +2,5 et il y a des choses à faire. Donc si je prends, on va dire, allez, au hasard, je vous prends le FC Barcelone. Voilà, le FC Barcelone a fait 9 matchs de Ligue des Champions. Je parle des poules, hein, et puis des huitièmes d'écart. Donc, ils ont gagné 67% de leur. Ils ont fait, comment j'allais dire, 67% de victoires en Ligue des Champions. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après en championnat? Ils ont fait 6 victoires, 1 nul et 2 défaites. 6 victoires, 1 nul et 2 défaites. Ça veut dire qu'ils n'ont gagné que 2 tiers des matchs et il y a un tiers où forcément c'était soit nul, soit la défaite. J'ai juste un exemple comme ça que j'avais regardé avant d'enregistrer l'émission. Ils ont eu un match au Celta Vigo où ils ont perdu le match 4-3 et le Celta Vigo était coté à une cote autour de 8. Donc là, voilà, il y avait sûrement quelque chose à faire sur ce match-là. Et quand ils ont remporté en fait des victoires, à part une, je crois qu'ils ont gagné 3-0, ça a toujours été autour de 2 buts d'écart, voire un but. Donc les bookmakers, généralement, quand vous avez du FC Barcelone à domicile, la cote est très très basse. Ça tourne autour de 1,15, 1,20, voilà, quelque chose comme ça, des fois même plus bas. Donc il y avait des choses à faire là-dessus. La Juventus, après 9 matchs de Ligue des Champions, en championnat, a fait 6 victoires, 3 nuls. Voilà. Il y avait sûrement des choses à faire. Le Bayern de Munich, 5 victoires, 4 nuls. Vous aviez quoi? L'Atlético de Madrid, 5 victoires et 4 défaites. Donc voilà, il y avait des choses à faire là-dessus. Le Borussia Dortmund, bon, ok, cette année, ils étaient un cran en dessous, mais ils ont fait 4 victoires, 2 nuls, 3 défaites. Leicester, 5 victoires, 3 nuls, 1 défaite. Madrid, ils ont fait 8 victoires, 1 nul, pardon. Et puis Monaco, c'était 9 victoires en championnat après les 9 matchs de Ligue des Champions. Mais vous voyez, en fait, où je veux venir et où je veux aller et où je veux vous envoyer, c'est qu'il y a des choses à faire après qu'une équipe ait joué en Coupe d'Europe. Je le redis, je vous l'ai déjà dit, mais notez ça pour l'année prochaine. Là, on est plutôt en fin de saison. Pour l'année prochaine, notez ça quelque part. Voilà, vous avez un petit rappel. Et quand la Ligue des Champions reprendra les Coupes d'Europe l'année prochaine, mettez ça dans un coin de votre tête et vous verrez que ça peut vous aider à trouver des bons paris à prendre et de belles values. Alors, il y a aussi un comparatif avec Monaco, le PSG et Lyon. Donc Monaco, j'y reviens pas. Le PSG, par exemple, ils ont fait 8 matchs de Ligue des Champions. Ils ont fait 5 victoires, 3 nuls.
Vous vous rappelez, cette année, ils n'ont pas été forcément très forts à domicile PSG. Je me souviens d'un nul contre Toulouse, par exemple. Donc il y avait forcément aussi des choses à faire. Et l'Olympique Lyonnais jouait en coupe. Ils sont toujours en coupe de l'UEFA. Eux, ils ont fait 6 victoires, 1 nul, 3 défaites. Donc il y avait aussi quelque chose à faire avec eux. Mais bon, Lyon, ça se comprend un peu plus parce qu'ils ont peut-être un effectif de moins bonne qualité. Voilà aussi. Et puis après, la coupe de l'UEFA, c'est aussi des matchs assez accrochés. Donc vous laissez pas mal d'influx comme à Besiktas. Pour ceux qui ont suivi, ça a été un match après prolongation. Et d'ailleurs, après, moi, j'avais joué la victoire de Monaco contre Lyon parce que je me disais que Lyon allait être fatigué et tout ça. Tout de suite après les prolongations, j'ai pris une cote de 2 et quelques minutes avant le match, la cote était 1,50. Donc voilà, ça, on appelle ça une anticipation de marché. Je vous ferai une émission là-dessus aussi très bientôt. C'est quelque chose que j'utilise aussi de temps en temps. Voilà. Et là, par exemple, il y a un match de Coupe de France où quand Jardim m'a annoncé qu'il allait faire tourner, vous pouviez encore trouver du 1,38 sur le PSG. Et là, je pense que un peu avant le match, la cote sera autour de 1,20. Voilà. Alors, j'ai pas une boule de cristal, je dis pas que le PSG va gagner, mais voilà, en tout cas, la value, elle était là. Et vous avez une cote à 1,38, alors qu'avant le match, elle vaut à 1,20. Et si vous faites ça tout le temps, vous gagnerez, quoi qu'il arrive, de l'argent sur le long terme. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Allez, une dernière stat sur Monaco, par exemple. C'est ça qui est dingue. Monaco, cette année, c'est un peu un ovni. En fait, le bilan de Monaco en Ligue 1 après un match de Ligue des Champions est supérieur à celui d'une rencontre sans journée de Ligue des Champions dans la semaine. C'est-à-dire que ça les galvanise. Par exemple, après un match de Ligue des Champions, ils ont fait 9 victoires, donc 100% de victoire. Ils ont marqué 4,1 buts et ils se sont pris 0,4 buts. Alors que quand il n'y avait pas de Ligue des Champions, ils sont à 2,3 buts marqués par match et un but encaissé par match. Donc c'est quand même assez hallucinant. Monaco, cette année, on n'arrive pas trop à les ranger dans une catégorie. Et je leur souhaite d'aller le plus loin possible. Voilà. Pourquoi? Parce que aussi j'ai une cote à 81 pour Monaco gagner Ligue des Champions. Mais de toute façon, je pense que je vais essayer d'assurer. Je fais un arbitrage pour assurer un joli gain. Ils rencontrent la Juve, c'est assez costaud. Donc voilà, j'espère que Monaco passera, mais ça va être très tendu contre une équipe qui ne s'est pris que 2 buts cette année en Ligue des Champions. Voilà, alors c'est tout pour le comment j'allais dire, le sujet du jour. J'espère que ça vous a été intéressant, que ça va vous servir. Notez pour l'année prochaine ce que je vous ai dit. Si vous voulez, vous réécouterez l'émission, on va dire, quand la Ligue des Champions va reprendre, c'est-à-dire fin septembre, début octobre. Et notez bien toutes les équipes qui sont en Ligue des Champions. Regardez bien le calendrier, repérez des matchs où elles vont peut-être tirer la langue. Et vous allez voir qu'il y a certaines choses à faire. Allez, sans plus attendre, on passe au coaching de Nathan. Donc c'est parti pour le coaching de Nathan. Alors Nathan est de retour de vacances. Bonjour Nathan. Bonjour à toutes et à tous. Tes vacances ont été sympathiques? Oui, beaucoup. J'ai beaucoup réfléchi à mes prochains paris. Et voilà. Ah oui, d'accord. À la plage? Surtout à la plage. Surtout à la plage. Ok. Alors écoute, on revient il y a 2 semaines. Tu n'avais donné Guingamp, Toulouse-Guingamp. Je sais plus si c'était victoire sèche ou si c'était. C'était un match nul remboursé. Voilà. Ok. Et Guingamp avait gagné contre Toulouse. Là, la semaine dernière, tu n'étais pas là. Pierre-Yves a pris ta place. Et donc, alors c'est pas ta série qui s'est arrêtée, mais Pierre va donner Brest Renobet que je sentais aussi bien au vu de l'année des stats. En plus, j'étais au stade, je peux vous en parler vite fait. Brest gagnait 2-1, donc c'était bien parti. En plus, Pierre est venu avec moi au stade, on était assis à côté. Et on s'est dit, bon, bah, c'est cool. Et puis, il y a eu 2-2. Et le 3e but d'Amiens, bon, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pourrez aller le regarder. C'est un but un peu venu de nulle part. Et Brest a perdu 3-2. Donc voilà, ça arrive, c'est les impondérables du football. Brest ne méritait jamais de perdre ce match. Le goal de Amiens était extraordinaire. Il a fait plein d'arrêts, on a fait une barre. Enfin, voilà, c'est le football, c'est les impondérables et ça arrive. Voilà, donc si vous analysez d'une certaine façon, il ne faut pas se dire ah bah mince, là j'ai perdu le pari, il faut que je change des choses. Non, vous restez, vous analysez pareil et voilà, vous allez forcément des fois avoir des matchs perdants. Le but du jeu, c'est que sur le long terme, vous arrivez à dégager des bénéfices. Donc
Là, ça fonctionnait pas sur ce match-là. Moi, j'avais aussi repéré un Monaco +1 à Lyon. J'avais pris un 26. Alors, je sais plus si je l'avais donné à la radio parce que j'avais dû attendre que le match de Lyon ait lieu. Mais bon, ça, c'était aussi passé. J'ai fait une vidéo dans le club. Donc voilà, au moins, j'ai des témoins là-dessus. Donc cette semaine, moi aussi, j'ai repéré un match. Nathan, tu nous envoies sur quel match de Ligue 1 cette semaine? Là, pour le coup, c'est dimanche, donc je vais parier sur le match Caen contre Marseille. Alors, Caen contre Marseille, les Normands contre les Sudistes. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce match-là? Déjà, mon pari, moi, il se tourne pas mal vers Marseille. Et, donc, j'ai décidé de le prendre en draw no bet en match nul remboursé. Je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est une cote à combien? À 1,45 le match nul remboursé. 1,45. Allez, vas-y, on t'écoute. Donc d'un côté on a Caen, ils sont 17e du classement et c'est après leur dernier match contre Nantes là que les choses se compliquent un peu pour eux. On a pu voir leur premier tir cadré pendant le match seulement après la 45e minute de jeu. Au final ils ont perdu 2-0, un match je cite catastrophique et la pression d'être relégué en Ligue 2 se fait ressentir. Donc un avenir incertain pour l'équipe de Caen, mais deux joueurs qui reviennent de blessure, Stede Malbranck et Dabo. D'accord. Donc il manquera toujours Gilbert, Genevois, Basile et Louis qui sont toujours absents, donc pas tous titulaires, mais ça pourrait faire respirer l'équipe quand même s'ils étaient présents. Ça marche. Voilà, sinon Caen, c'est sur ces 4 derniers matchs joués à la maison, 4 sont perdants, donc ils n'ont pas gagné un seul de leurs 7 derniers matchs. Ils sont classés 16e à domicile avec 20 buts marqués pour 31 encaissés. Ok, 20-31. Voilà. D'accord, forme du moment pas terrible apparemment. Ok. Ouais, et nos amis marseillais? L'équipe de Marseille qui n'a pas perdu un match depuis ses 7 dernières rencontres. On dirait que c'est un peu l'inverse de oui, Caen. C'est ça, j'allais dire. C'est un voilà. peu. Sur les 4 derniers matchs, c'est 3 fois 0-0 et une victoire 4-1 contre Lorient. Là, c'est à l'extérieur que tu me parles de ces matchs-là? Ouais, d'accord. Ça, ok, d'accord. C'était qui les équipes? Est-ce que tu les as, les équipes des 0-0? Oula, ouais, je les ai bien sûr. Donc il y avait contre Nancy, contre Toulouse, contre Lille et du coup gagné 4-1 contre Lorient. Ouais, parce que toutes les équipes que tu viens de me citer, c'est pas des foudres de guerre non plus. Oui, c'est clair. Et c'est un peu de la valeur de Caen, quoi. Bah ouais, c'est ça. Donc ça fait que des nuls. Ok, d'accord, vas-y. Voilà, ils sont classés 9e à l'extérieur à Marseille. Ouais. C'est 18 buts marqués et 26 d'encaissés. Donc Caen à domicile c'est 20-31. Enfin quand je dis 20-31 c'est 20 buts marqués, 31 encaissés. Et Marseille à l'extérieur c'est 18-26. Ouais. Donc c'est un peu un ratio un peu équivalent. Ok, d'accord. Au niveau de compo de Marseille, des blessés, des suspendus? Alors, aucune information spécifique. Je veux dire, il y aura les titulaires avec Gomis devant. Enfin, ok, il y a pas. Apparemment, il y a des petits problèmes avec Gomis en ce moment qui. Au niveau de quoi, des blessures? Non, pas de blessure, la forme, on va dire. Ah oui, d'accord, ok, ça marche. Après, il y a NJ, bon, qui peut aussi faire être devant. Donc, avec tous ces stats-là, tu prends Marseille, match nul remboursé. Parce qu'en fait, quand je trouve que c'est une équipe très diminuée mentalement ces derniers temps, ils sont de plus en plus proches de la Ligue 2 en plus, les stats sont terriblement négatifs pour eux. Ouais. Donc d'un côté, je peux pas voir une grosse victoire de l'OM parce que c'est une équipe qui fait pas de gros scores en fait à l'extérieur. Marseille Marseille, ils ont marqué 18 buts à l'extérieur. Sur je sais pas combien de matchs on doit être à l'extérieur, mais on doit être autour de 17-16. C'est allez, un but par match, voilà. Donc oui, ça va pas coller 6-0. On est d'accord. On est d'accord. Et quand ça marque quand même aussi quelques buts à domicile. Bah ouais, ils trouvent ça se peut totalement. Et d'ailleurs, non, mais c'est très intéressant et assez intelligent que tu aies pris le match nul remboursé parce que Marseille sur les 3 derniers déplacements contre des équipes, bon, ce que tu m'as dit de mémoire, Nancy, Lille, Toulouse, c'est à peu près du même acabit que Caen. Ça fait 0-0, donc ils n'ont pas non plus de marge Marseille à l'extérieur. Donc tu vois quand même Marseille gagner. T'as pas précisé, mais de toute façon, eux, ils luttent pour la place européenne. Marseille. Et Caen lutte pour pas descendre. Donc de toute façon, les deux vont se donner à fond. Mais ok, match nul remboursé peut paraître intéressant. Après, attention, les séries, c'est fait pour être cassé. Caen, à un moment donné, voilà, ça va casser aussi la série négative dans laquelle ils sont. J'ai vu des gros résumés de leur dernier match. C'est vrai que c'était compliqué, quoi. C'était compliqué pour eux. Alors, comment un groupe peut se sortir de ça? Est-ce que, au contraire, là, ils vont se dire, bon, allez, on y va, on donne tout ce qu'on a, ou alors est-ce qu'ils vont être tétanisés par la peur de l'enjeu? Mais ça peut être un pari intéressant de Renobet sur Marseille.
Ok. Je validerais bien ton pari. Avec quand même, je te dis, faudrait que je vois la compo des équipes 24 heures avant pour vraiment confirmer ça. Parce qu'à Caen, il y a qui il y a Rodelin qui est pas mal. Mais j'avoue que je ne connais pas parfaitement l'équipe de Caen, donc il faudrait que je regarde tout ça. Mais comme ça, vu ce que tu m'as dit, au pire, je vois Marseille faire match nul, quoi. Ouais. Voilà. Et exactement. Pour Caen, ce ne serait pas forcément un résultat si dramatique que ça de prendre un point contre Marseille. Voilà. Ok, merci pour ton analyse. Moi, je vous donne aussi rapidement ce que j'ai repéré. Moi, c'est un Monaco-Toulouse avec une victoire de Monaco sèche. Voilà. Je prends rarement des victoires sèches, mais là, je la prends. L'explication, c'est quoi ? Monaco fait tourner en Coupe de France contre PSG et ils l'ont carrément dit et tout le monde est d'accord, ils ont raison de le faire. Ils envoient une équipe, on va dire B, C, mixte, hein, en fait, avec des joueurs aussi, des jeunes espoirs. Alors attention, hein, à Monaco, il y a des espoirs avec du talent. Bon, je pense que ça va être quand même compliqué pour eux d'aller s'imposer à Paris, mais voilà, why not ? Mais en tout cas, pas mal de titulaires de Monaco vont se reposer et je pense que c'est le dernier moment où ils peuvent se reposer avant une fin de saison, on va dire, de fou, avec des matchs qui vont s'enchaîner, je pense, tous les 3 jours. Donc Jardim a raison de le faire. Hein. La Coupe de France, bon, c'est quand même moins important que la Ligue des Champions et le championnat qui est leur priorité. C'est pour ça que je prends Monaco qui gagne contre Toulouse. Pourquoi je m'appuie aussi sur, tout à l'heure je vous ai dit dans l'émission, les stats buts marqués à domicile à l'extérieur. Donc pour Toulouse, je regarde à l'extérieur. Toulouse à l'extérieur, ils ont marqué 7 buts. Voilà, c'est réglé. Monaco à la maison, ils ont marqué plus de 45-50 buts. Donc ça vous pose un petit peu la chose, voilà. Et c'est ce qui va me faire aussi pencher la balance vers Monaco. Et j'ai oublié de vous dire aussi que Monaco, c'est que 13 buts encaissés à domicile. Donc quand Toulouse en marque 7 à l'extérieur et que Monaco en encaisse 13 à la maison, si je me projette sur un scénario de match, d'ailleurs j'ai oublié Nathan de te demander ton scénario de match, mais bon, c'est pas grave, on n'aura pas le temps, il faudra pas que tu oublies la prochaine fois. Je vois Monaco dominer le match, et j'ai surtout du mal à voir Toulouse marquer un but en fait. C'est surtout ça la chose, alors que Monaco, je les vois aller en marquer au moins 2. Donc du minimum 2-0, allez 2-1, mais je vois vraiment Monaco gagner. C'est important pour eux de gagner ce match-là pour prendre 3 points. Et contre Toulouse, normalement une équipe qui est largement à leur niveau. Je rappelle que Toulouse a fait un 0-0 au PSG. Ça, faut pas l'oublier. Mais bon, voilà, je vois quand même Monaco devant au vu des stats que je vous ai donné. Donc une cote à 1,30. Je l'apprends avec des joueurs qui seront un peu reposés, un peu plus frais, et peut-être avec Mendy, Sidibé qui reviendrait peut-être aussi par rapport à l'opération qu'il a eue de l'appendicite. Voilà, je serai Jardim, je le ferai quand même jouer un petit peu ce week-end pour reprendre quelques minutes de jeu avant d'aller affronter la Juve. Donc voilà pour mon pari Monaco 1,30 et Nathan nous a donné du Marseille de Renobet une cote autour de 1,45. Voilà, c'est tout pour l'émission de cette semaine. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Nathan et vous pouvez me retrouver sur mon blog www.parier-gagnant.com en podcast ainsi que toutes les émissions des semaines précédentes si vous voulez écouter. Je sais que certains m'ont envoyé des messages où en rentrant du boulot ils écoutent le podcast dans leur voiture, donc je vous fais un petit coucou et merci à tous d'être de plus en plus nombreux à suivre l'émission. Allez, on vous dit à la semaine prochaine, au revoir à tous. Ciao. Bye bye. Sur Radio Évasion.